breakfast chacun. Ça va nous changer du temps maussade qu'il y a dehors. Ça va Heidi les amis? Ah bien, aujourd'hui, après avoir pris un bon petit déjeuner, être resté pas loin de 4 heures dans le café, à attendre qu'il pleuve moins pour pouvoir sortir, on se dirige maintenant vers le musée, temps idéal pour visiter un musée. Et voilà, donc ce sera une journée un peu cool à cause du temps. De toute façon, ça aurait été cool parce que on n'avait que 3 choses à faire aujourd'hui. Pour l'instant, on va s'attarder à faire la première chose, le musée qui explique un petit peu la région, l'histoire de cette région et les peuples qui y vivent. Alors qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, le marché est toujours là. Les parasols servent de parapluie. Voilà, on a fait à peu près un petit peu moins de 2 km pour arriver au musée. Ça a l'air fermé, j'espère qu'il est bien ouvert. Bon, il y a un léger manque d'entretien. Est-il ouvert? Est-il pas ouvert? Spence, c'est fermé. Bizarre, il y a de la lumière à l'intérieur. Il y a pas mal de bâtiments de gouvernement. Ils sont tous immenses, majestueux. Alors le musée, et là c'est le centre culturel. Le musée est finalement ouvert. Il a fallu toquer pour que quelqu'un vienne. Et puis, c'est 30 000 l'entrée par personne. Et là, on explique toute la région. La région s'appelle le Xiangkhouang, la province. L'ancienne capitale, c'était Muangun, qui a été totalement bombardée. Il reste quasiment plus rien. Et donc, la nouvelle capitale de la province s'appelle Phonsavan, là où nous sommes. Et voilà, nous allons continuer à découvrir cette province. La deuxième plus grande montagne du Laos est dans cette région. La deuxième et la troisième, à plus de 3000 mètres, non 2000 et quelques mètres d'altitude. Alors pour vous situer la région où on est, vous voyez l'ensemble du Laos là, et la région la plus sombre, c'est celle où on se trouve actuellement. Alors dans ce musée, on parle beaucoup de la plaine des jarres, de l'origine de ces jarres, qui reste encore un mystère. Et puis aussi, on parle des découvertes qui ont été faites par ceux qui ont fait des études sur ces sujets. Autour des jarres, ils ont trouvé des ossements humains, pas en dessous des jarres, sur les côtés, et d'autres restent par exemple, des outils en céramique, des pendentifs en pierre, des outils en fer, etc. Alors il est écrit ici que le temple est central dans le village, que le monastère sert d'école pour les novices et pour les cérémonies, mais on apprend aussi que dans la société traditionnelle, un homme doit passer, un peu comme un service militaire, sauf que c'est un service monastérial, doit passer un certain temps comme moine pour être prêt pour le mariage. Il est aussi écrit que les monarques, comme nous en Europe, il y avait le sang qui faisait que le roi donnait succession à son fils. Et ici, en fait, celui qui fait le bien
a des potentialités à devenir, à gouverner, plus que le successeur du roi. Il faut simplement faire beaucoup de bonnes œuvres, comme par exemple construire des Bouddhas, des temples, etc. Et ça donne une sorte d'accumulation de mérite pendant qu'il est sur le trône, par exemple. Alors, comme construire des temples donnait des bons points, on va dire, du temps de la capitale ancienne qui s'appelle Muangfan, qui a été complètement détruite durant la guerre, là, cette ville était entourée de pas moins de 60 temples. Concernant les jarres, toutes les recherches avec les méthodes modernes, soit de recherche radiocarbone pour trouver le carbone 14 dans les objets, soit des photos aériennes avec les radars, permettent de savoir où se trouvent d'autres jarres et puis aussi de dater et potentiellement de trouver les ethnies qui y vivaient, comment ils vivaient. Les plus anciennes jarres remontent à peu près 500 avant Jésus-Christ. Une légende dit qu'au milieu du XIVe siècle, un chef qui s'appelle Chet Chuang avait réussi à vaincre tous ses ennemis du plateau pour arriver sur le trône et que la jarre la plus grande contenait l'alcool qui a servi pour célébrer la victoire. Le musée comporte des toilettes magnifiques. Alors on monte au premier étage du musée et là, waouh, superbe. Tout simplement magnifique. On va regarder ça en détail. Ici, on apprend que les Français ont commencé par coloniser le Vietnam, puis le Cambodge, et ensuite ce fut le Laos, et notamment cette région où on est vers 1890. Ils ont, disons, beaucoup aidé pour l'agriculture, des techniques avancées pour la consommation et l'export, mais ils s'intéressaient surtout en fait, ils ont construit des ponts, des routes, et permettant aux gens de mieux être transportés, notamment transporter les nourritures et autres denrées. Mais les Français s'occupaient surtout à exploiter les ressources naturelles. Si on devait comparer par rapport à aujourd'hui, c'est ce que fait la Chine. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français sont revenus en Indochine, et notamment au Laos, en 1946, en pensant pouvoir toujours régner, mais le sentiment d'une autonomie était né, avec le communisme qui était à côté au Vietnam, et du coup une guerre eut lieu, la première d'Indochine, entre les indépendantistes qui étaient pro-communistes et donc les Français. Et finalement, les Français ont été défaits à Dien Bien Phu au Vietnam et ont dû laisser les deux provinces Lao en indépendance, appartenant aux communistes Lao, et le reste était encore la monarchie laotienne que, je veux dire, le protectorat français protégeait. Durant la première moitié du XXe siècle, beaucoup de colonies
que ce soit anglaises, françaises ou hollandaises, ont lutté pour leur indépendance. Et ensuite, c'est l'Union soviétique qui a aidé tous les gouvernements qui se mettaient en place de façon communiste, qui en fait a fourni les munitions afin que chacun puisse retrouver son indépendance. Et les Américains ont contre-attaqué en voyant que la Russie aidait tous ces pays. Et donc la contre-attaque fut par exemple un bombardement très important des provinces du Laos, décimant ainsi la population et le pays. À Genève, il avait été conclu que le Laos serait indépendant et donc n'aiderait ni les uns ni les autres, pro-communistes ou anticommunistes. Et il se trouve que Ho Chi Minh est passé par le Laos pour aller vers le sud du Vietnam pour contre-attaquer les Américains. Et du coup, il a implanté des bases militaires, notamment une dans cette province. Quand les Américains ont su ça, ils ont bombardé de façon intense. Il ne reste plus rien de la capitale de cette province. Et demain, normalement, on est censé aller voir ce qu'il en reste. Dans cette province, il y a 6 différents groupes ethniques. Les Hmong, les Khmu, les Phong, les Thai Group et Thai Phuan. Et en fait, chacun a des particularités. Les Lao et Thai Phuan sont bouddhistes, tandis que les Thai Dam, Hmong et Odu croient plus à honorer les ancêtres et d'autres esprits, alors que les Khmu sont plutôt animistes et certains autres chrétiens. Les habits traditionnels des Hmong. Les habitations traditionnelles des Hmong. Ici, on a 5 ethnies différentes qui habitent par là, avec chacune leurs habits traditionnels. Ici, une riche Hmong. Alors après avoir vu un film, plusieurs d'ailleurs, sur la guerre, sur les gens qui habitent, sur l'histoire de cette région, on a acheté 2 petits éléphants qui sont faits avec le métal des bombes. Et maintenant, on me demande de sortir parce qu'il est 16h. Voilà. Donc on y va. Thank you. Kapchai. Alors, on recommande fortement la visite de ce musée qui est très intéressant. Maintenant, on va voir, là c'est le centre culturel. Je pense que tout est fermé à cette heure-là parce qu'il est 16h. Là, on a affaire certainement au premier président du Laos. Ou alors, je vais regarder. Bon, on ne saura pas qui c'est parce que tout est marqué dans un langage inconnu de nous. Mais ça devait être un politicien d'envergure de la région, je suppose. Alors, c'est Phu Phong Chivit, grâce à Google Traduction. Bon, vous voyez, le temps n'a pas bougé. Il y a toujours quelques petites gouttes qui continuent de tomber. Rien d'important, mais voilà, pas terrible pour rester dehors. Le boulanger du coin, alors beaucoup de pain de mie et du pain qui ressemble à chez nous, sans compter les gâteaux d'enfer. Bon, il y a Elvire qui recherche les mines.
Ils n'ont pas encore explosé. Bon, devinez ce que c'était. J'ai oublié de filmer dès le départ. Eh bien, c'était des nems. Voilà, dans un petit resto, il n'y a personne. Fin de cette 21e journée. 22. Voilà, il a plu toute la matinée. On est resté à peu près 4 heures dans le café ce matin. On était bien. Donc on a rencontré un couple de Français, jeunes, infirmiers. On a profité pour largement discuter avec eux, passer le temps. Eux repartaient par un avion cet après-midi. Nous, on est allés au musée pour voir ce fameux musée qui était très très intéressant. On a adoré. Il y avait toute une expo donc intéressante à lire. Il faut connaître un peu l'anglais quand même. Et puis il y avait aussi une salle où il y avait des films qui étaient projetés. Donc ça parlait un peu de tout, de la région, notamment bien sûr de la plaine des Jarres, mais aussi des gens, des ethnies, de la guerre, enfin voilà. Très très intéressant. On est revenu, on a cherché un resto. On a eu du mal à trouver. On a trouvé un qui affichait qu'il vendait des nems, donc on y est allé. La dame, elle ne connaît pas un mot d'anglais, il n'y avait personne, c'était un peu obscur. On s'est dit, bon, ça ne va pas coûter très cher, c'est du local. On a mangé nos nems, ils étaient bons. Et puis ensuite, quand est venue l'addition, là on a été surpris. 120 000 kips, d'habitude c'est 50 000 quoi. 120 000, on a dit, vous êtes sûr, c'est cher, etc. Elle a insisté, elle n'a pas... Enfin, elle est restée sur sa position, comme ça, et donc il n'y a pas eu le choix, elle a payé 120 000. Donc ça nous a un petit peu refroidi, mais bon. On est revenu, la pluie avait cessé, la température légèrement augmenté. Logiquement, demain, on devrait y avoir du soleil. C'est ce qui est annoncé depuis plusieurs jours. Les prévisions sont maintenues au soleil. Donc on a bien fait d'attendre, je pense, pour faire la plaine des Jarres demain. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures dans la plaine des Jarres. Ciao!